Donc l'écran lui-même, il n'est pas mauvais, mais par contre, effectivement, nos habitudes de vie favorisent la myopie. Parce que l'écran, on l'a très longtemps... c'est-à-dire que si notre enfant lit 8 heures par jour, ça va être la même problématique, finalement. Avant, on avait des myopies scolaires. Donc, en fait, les gens qui faisaient beaucoup d'études, et en fait, ils avaient tout le temps le livre dans les yeux et ça favorisait la myopie. Donc, c'est un peu la même chose. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Alors, au sujet de nos papotages d'aujourd'hui, on va parler de vos yeux. Vos yeux sont précieux. Si je vous dis cataracte, astigmatisme, eh bien, on va parler de tout cela avec le docteur Eye. Alors, du vrai nom, docteur Igal Boujna. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Bonjour, merci d'être là parmi nous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, docteur Eye, c'est le nom que tu as sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Je cherchais un nom sympathique. Original. C'est la mode d'avoir un nom en anglais. Je me suis mis Eye. Voilà. Non, mais c'est très bien. Docteur Eye, au moins, on a compris de quoi on parle. Tu as 38 ans, tu es ophtalmologue à Lyon, spécialiste en chirurgie de cataracte, ça tombe bien, on va en parler, et chirurgie réfractive. Tu as fait tes études de médecine internat et assistanat à Lyon, c'est bien ça, installé en libéral depuis 7 ans, c'est ça à peu près. Hein. Et tu as créé un centre de chirurgie réfractive à Lyon. Bon, on en reparlera peut-être après, mais en tout cas, tu as créé ce centre. J'ai une première question, on se pose beaucoup de questions. Moi, la première. C'est quand on me dit t'es astigmate mais un peu myope et puis un peu presbyte, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui est quoi? Dis-moi tout. Alors, les deux défauts de vision principaux, c'est la myopie et l'hypermétropie. Donc, soit ton œil il est trop grand, c'est la myopie, soit ton œil il est trop petit, c'est l'hypermétropie. L'œil, alors je vais te couper, l'œil entièrement, tu ne parles pas que d'une partie de l'œil, d'accord. C'est tout l'œil et éventuellement la cornée. Donc la cornée, c'est la partie transparente de l'œil. Et l'image, soit elle se forme en avant de la rétine, donc là c'est la myopie, ton œil il est trop grand, donc l'image elle se forme en avant. Soit elle se forme en arrière de la rétine, ça c'est l'hypermétropie. Donc un œil trop petit ou une cornée qui va être pas assez puissante et l'image elle va se former en arrière de la rétine. Ah, attends, tu es en train de me dire, parce qu'on n'est pas... Enfin si, on pourrait être myope à la naissance, mais que notre œil évolue en termes de grandeur? Oui, en fait, l'œil myope va continuer à grandir avec le temps. Et c'est ce qui fait l'évolution de la myopie. C'est que l'œil va continuer à grandir et c'est le fait que l'œil grandisse qui fait qu'on devient encore plus myope. L'hypermétrope, c'est un problème anatomique, effectivement, un œil petit. Et l'œil grandit un petit peu, mais il grandit pas beaucoup. Donc l'hypermétropie, ça bouge pas trop dans le temps. Et la myopie, pour le coup, l'œil grandit, donc ça augmente. Et le fait de mettre des lunettes, ça peut améliorer la myopie? Ça peut pas la traiter, ça peut la compenser. Et par contre, ça va aussi aider à ce que la myopie, elle évolue moins. Ah, quand même, ça va. Là, je suis bouche bée parce que j'étais persuadée que l'œil était un organe qui ne bougeait jamais. J'avais même entendu parler, je prends des pincettes, avec du fait que nos yeux sont ceux qu'on a à la naissance, même en termes de taille, et qui n'évoluent jamais. Non, nos yeux sont plus petits. Nos yeux sont plus petits quand on est petit et ça grandit un petit peu avec l'âge. Alors, pas chez tout le monde, mais globalement, ça grandit surtout quand on est myope. Bon, comme quoi, j'avais une idée reçue là-dessus. Bonjour tout le monde, moi c'est Isabelle Serre et dans la vie, j'ai deux passions. La première, c'est la spiritualité et le développement personnel et la deuxième, c'est vous. Pourquoi j'ai une passion pour vous? Parce que j'adore vos histoires, j'adore vos parcours de vie, j'adore les enseignements que vous tirez de vos expériences. Et il est très important d'avoir conscience que notre chemin est une source d'inspiration pour les autres. Notre vécu apporte des conseils pour les autres. Nos échanges, nos partages nous aident à pouvoir créer notre propre chemin. Et c'est là où je rentre en jeu parce que je vous propose un nouveau format. Ce format, c'est la libre antenne. Lors de cette libre antenne, on va échanger ensemble. Vous allez me présenter votre problématique, votre défi et je vais, à mon échelle, vous apporter des conseils et des pistes de réflexion pour que vous puissiez découvrir vos trésors intérieurs, pour que vous puissiez prendre des décisions pour et par vous-même. Et ça, pour vous aider à créer votre propre chemin, votre propre bonheur et votre propre bien-être à votre façon. J'ai hâte de partager ces moments avec vous. J'ai hâte de pouvoir découvrir les facettes de votre personnalité. J'ai hâte d'apprendre de vos propres histoires et je vous dis à très vite. Il y a aussi d'ailleurs, je vois des enfants souvent, enfin pas souvent, mais parfois,
qui ont un œil souvent caché, une espèce de gros pansement sur l'œil. C'est quoi ce type de traitement ou quelle est la pathologie derrière tout ça? Alors ça, c'est pour traiter une éventuelle amblyopie. En fait, quand on a un défaut de vision, quand on est petit, si on ne le corrige pas, ce défaut de vision, eh ben, on peut avoir une vision qui peut rester limitée. Le cerveau annule une partie de l'image. Et on appelle ça l'amblyopie. Et c'est surtout vrai quand les enfants, ils ont une correction qui est différente. On va dire un œil qui est très myope, je sais pas, un -2, -3. L'autre œil, il est à 0. Mais en fait, l'œil qui est à 0 va prendre le dessus sur l'œil qui est myope. Et le cerveau, au lieu de voir flou sur un œil et d'avoir une vision qui est un peu dégradée, il annule une partie de l'image pour pas s'embêter. Et donc, il y a un œil qui voit très bien et l'autre, il va rester un peu feignant. Et donc, pour éviter que l'œil soit feignant, on va cacher celui qui voit bien pour stimuler celui qui voit moins bien. Et ça, il faut le faire avant 6 ans. Et c'est pour ça qu'il y a un dépistage qui est organisé, donc un peu à l'école. Et on conseille de voir un ophtalmo ou un orthoptiste avant 3 ans chez tout le monde, en fait. D'accord. Donc oui, ton conseil, c'est quand même que pour les enfants, avant 3 ans, même si personne n'a conseillé à aucun parent de le faire, d'aller voir Oui. Dr Eye ou un autre. Moi, je ne suis pas trop les 6 enfants, mais... Ah, d'accord. Enfin, Oui, d'ailleurs, on est plutôt, dans ton métier, plus spécialisé chez les enfants. Il y a une spécialité ou pas spécialement? En fait, alors il y a des spécialités, effectivement, il y a des ophtalmopédiatres qui font que des enfants. Après, ça dépend aussi de l'endroit où on exerce. Effectivement, moi, j'exerce dans une grande ville, donc je peux me permettre d'avoir une spécialité très précise. Donc, la cataracte, la réfractive, Oui, c'est ce ou que les tu as. problèmes de surface, par exemple. Et donc, du coup, moi, dans mon cabinet, on est plusieurs, on est tous très spécialisés. Par contre, effectivement, dans les plus petites villes, il y a moins d'ophtalmo, et ben là, pour le coup, l'ophtalmo, il fait un peu tout. Et donc, moi, ça m'arrive de voir des enfants, mais des enfants un petit peu plus grands. Parce que les petits enfants, je préfère qu'ils soient vus par un ophtalmo qui est plus spécialisé que moi dedans. Oui, donc l'amblyopie, tu t'en occupes pas forcément, pas parce que tu sais pas faire, mais parce que tu t'occupes d'autre chose. Exactement. Voilà. Je m'occupe d'autre chose, et aussi parce qu'il y a quand même une certaine expertise et une valeur ajoutée de voir quelqu'un qui fait beaucoup ce genre de pathologie. Parce que l'amblyopie, ça peut être effectivement dû à un problème de vision, donc de défaut de vision, donc une correction. Mais ça peut, des fois aussi, la vision peut rester limitée à cause d'une maladie, et c'est plutôt rare, effectivement, les maladies, mais ça arrive d'avoir des maladies de nerfs optiques ou de la rétine chez un enfant. Et donc ça, c'est plus facilement dépistable par des gens qui ont l'habitude que moi, qui en vois très peu. Oui. Est-ce que toi, tu as des problèmes au niveau des yeux? On Alors veut tout savoir. moi, Est-ce qu'il y a des lentilles là Et derrière? non, il n'y a pas de lentilles derrière. Moi, j'ai ce qu'on appelle un spasme. Le fait de solliciter la vision de près, ça va favoriser la myopie. Mais on peut aussi se créer des fausses myopies. On appelle ça un spasme. Ça veut dire que l'œil va vouloir faire une mise au point, se caler plutôt en myopie, parce que quand on est myope, on a une bonne vision de près. Et en fait, c'est une fausse myopie. Et donc, pour rééduquer ça, on fait des exercices avec l'orthoptiste. Maintenant, moi, je sais faire tout seul, mais on a des exercices pour faire en sorte de lâcher le fait de forcer et améliorer la vision. Donc, moi, j'ai pas vraiment de défaut de vision. J'ai le fait que j'utilise trop mon téléphone et trop les écrans. Et donc, je suis un petit peu gêné de temps en temps de loin. Et pour améliorer ma vision, dans mon téléphone, j'ai des petites photos, je fais des petits exercices et puis ça va bien. Ah bah, on en vient à ces écrans et ces téléphones. Parce qu'on entend tout. On entend majoritairement que c'est pas bien pour la vue, mais on entend aussi que c'est pas si horrible que ça. Ton avis, toi, de professionnel, les écrans, bon, je pense que j'ai la réponse vu ce que tu viin de me dire, mais... Alors, c'est pas si horrible que ça. Du coup, c'est pas la réponse que tu attendais. Non, c'est bien, faut savoir me contredire. En fait, l'écran lui-même, il n'est pas nocif. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des ondes qui vont aller dans vos yeux et qui vont détruire l'œil. Donc, ça ne va pas abîmer l'œil de façon irréversible. Effectivement, l'excès d'accommodation, que ce soit un livre ou un ordinateur ou une télé ou un téléphone, ça favorise les évolutions de la myopie. Et donc, du coup, et ça favorise aussi la fatigue oculaire, parce qu'en fait, on va forcer sur les yeux pour mettre l'image au point. Et cette fatigue, elle est passagère. Quand on se repose, ça va mieux. La myopie, effectivement, elle peut évoluer à cause de notre utilisation des écrans et des livres en général. Mais effectivement, l'écran, comme on a tout le temps dans la main, on va plus solliciter la vision de près, et ça peut effectivement favoriser les évolutions de la myopie. Donc, l'écran lui-même, il n'est pas mauvais. Mais par contre, effectivement, nos habitudes de vie favorisent la myopie. Parce que l'écran, on l'a très longtemps... c'est-à-dire que si notre enfant lit 8 heures par jour, ça va être la même problématique, finalement. Avant, on avait des myopies scolaires. Donc, en fait, les gens qui faisaient beaucoup d'études, en fait, ils avaient tout le temps le livre dans les yeux. Et ça favorisait la myopie. Donc, c'est un peu la même chose. C'est l'excès d'accommodation qui favorise l'évolution de la myopie. Et pas l'écran, la technologie en elle-même. Oui, pas la technologie. Par contre, la lumière bleue... ça, c'est pareil. Vas-y, dis-nous tout. Donc, la lumière bleue n'est pas... Casse toutes les idées reçues, je veux. Donc, effectivement, la lumière bleue, on nous a fait peur avec la lumière bleue. Mais dans les études, il n'y a pas de preuve de la nocivité
dans la vie de tous les jours. Effectivement, dans les études sur des rats, dans des labos, la lumière bleue va être plus nocive pour la rétine. Et donc, elle va plus attaquer la rétine. Il faut savoir que la lumière bleue des écrans, elle est 500 fois moins puissante que la lumière bleue du soleil. Et donc, du coup, en fait, il faudrait se protéger tout le temps de la lumière bleue et pas que sur un écran. Il faudrait avoir des lunettes de soleil en permanence. Oui, ce qu'on ne ferait pas, ce qu'on ne fait pas. Non. Et l'autre chose, c'est que dans les études, quand on compare le fait de filtrer le bleu et de ne pas filtrer le bleu, il n'y a pas de différence par rapport à l'utilisation des écrans, à la fatigue, etc. Quand on compare le fait de filtrer de la lumière, donc mettre un verre un peu teinté, et mettre des verres bleus, et ben en fait, le fait d'enlever un peu la lumière, ça donne plus de confort. Et en tout cas, la lumière bleue ne va pas abîmer les yeux. Et pareil, quand on opère la cataracte, on met des implants. Ça fait 30 ans qu'on met des implants, ou même 40 ans, et on met des implants qui sont, pour les ophtalmos, ils aimaient même des implants jaunes, donc qui filtraient le bleu. Et ben, il n'y a pas de différence dans la prévalence, dans l'arrivée de la DMLA, donc les maladies de la rétine, entre ceux qui ont eu des implants jaunes et ceux qui ont des implants blancs. Donc finalement, c'est la même chose. Alors, tu as dit plusieurs termes en plus. J'ai pris plein de termes qu'on va oui, on est obligé d'en revenir dessus. Mais alors là, sur la lumière bleue, donc moi, les lunettes que mon opticien m'a vendues avec un filtre lumière bleue, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Si ça te fait du bien, tu peux le garder. Si tu ne trouves aucune différence, il ne faut pas le mettre parce qu'en plus, ça fait un reflet bleu qui n'est pas très joli. Et l'autre chose, c'est que ça change un peu comme les couleurs. D'accord. Voilà. Ah, bah alors du coup, j'ai presque envie d'aller sur une maladie liée aux couleurs, le daltonisme. On peut. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux pas revenir sur les défauts de vision parce qu'on en a fait 2, mais il en restait 2 autres? Eh bien, on va dire ça. Allez, mène mon émission à ma place. C'est pour ça. Avant qu'on nous dise d'en parler, mais bien sûr. Puisque tu étais astigmate et que tu voulais savoir ce que c'était l'astigmatisme. Bah oui, alors oui, dis-moi, qui je suis. Qui tu es, je ne sais pas, mais qui tes yeux sont, je peux te le dire. Donc l'astigmatisme, c'est le fait que la cornée, donc la partie transparente de ton œil, elle soit plus bombée dans un axe que dans un autre. Et du coup, l'image d'un point, c'est plus un point, c'est 2 points. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un rond, voilà. Donc, effectivement, ça fait baver les images, ça fait des étoiles sur les lumières. Voilà, là, je vois une étoile autour de toi. Voilà, c'est normal, je rayonne. C'est ça. Et voilà, donc c'est un défaut de vision par rapport à la fait que la cornée, elle manque de régularité. Et l'astigmatisme, sur la cornée, des fois, il est régulier, donc c'est juste un côté plus bombé qu'un autre. Et des fois, il peut être irrégulier et c'est souvent secondaire à un traumatisme. Si tu te prends un coup dans l'œil et que ça laisse une cicatrice, ta cornée, au lieu d'être régulière, elle va être irrégulière. Et c'est une maladie comme le kératocone, qui est favorisée par les frottements oculaires. C'est pour ça qu'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est ne pas frotter les yeux. Et ben, ça fait des astigmatismes qui sont irréguliers. Et ça, on ne peut pas le corriger par des lunettes quand c'est irrégulier. Mais quand c'est régulier, on peut. Alors attends, mon astigmatisme... Toi, il est probablement régulier parce qu'il est probablement anatomique. C'est un truc de l'enfance. Mais ça veut dire que si je porte mes lunettes régulièrement... Ça va améliorer tes yeux, tu vas mieux voir. Non, ça ne freine pas. Non, tu vas mieux voir, mais ça ne va pas te corriger. D'accord, bon, je suis fichu, ok. Tu auras d'autres problèmes bientôt. Et on en vient là. Merci. Et du coup, le 4e problème, c'est la presbytie. Oui. Et la presbytie, c'est un problème de l'âge. Donc, vers 45 ans, on a un problème, on n'arrive plus à faire l'accommodation, on n'arrive plus à faire la mise au point. Et donc, on a besoin d'une aide pour faire cette mise au point-là. Et c'est la presbytie. Voilà. Et donc, le presbytie, c'est un problème de près. Donc, on peut être astigmate et presbyte. On peut être tout et presbyte. On ne peut pas être myope et hypermétrope en même temps, parce que c'est de l'inverse. Alors, effectivement, on peut être myope d'un œil et hypermétrope de l'autre. Ça peut arriver, c'est quand même rare, mais ça peut. Mais par contre, on ne peut pas être myope et hypermétrope sur le même œil. D'accord. Et tout le reste, ça peut s'associer. Tout peut s'associer. Ouais. Bah, on va éviter, si je peux. Tu peux pas. D'ailleurs, quelle est la prévention? C'est l'âge, enfin, on peut rien y faire. Bon, à part ce que tu as dit. Tu peux rien y faire. Pour la myopie, les conseils qu'on donne pour éviter les évolutions de la myopie chez les adultes, c'est que quand on va lire, il ne faut pas lire de près, il faut lire à 35 cm, parce qu'on va moins accommoder à cette distance-là. Pareil pour les écrans, alors. C'est vrai que les enfants qui sont comme ça... effectivement, il faut leur faire reculer. Il faut faire des pauses visuelles régulièrement. Ça veut dire, dans l'idéal, toutes les 20 minutes, mais déjà toutes les heures, on lâche l'écran, on regarde un petit peu au loin, on reprend, et ça permet de lâcher le fait de forcer. On regarde au loin combien de temps? Il y a quelques secondes. Alors, dans l'idéal, c'est toutes les 20 minutes, 20 secondes de pause, et regarder à 20 pieds, c'est 5-6 mètres. Donc, c'est la règle du 20-20-20. 20-20-20, eh ben, je retiens. Voilà. Et il faut aussi favoriser de l'activité d'extérieur. Alors, la recommandation, c'est 1h30 par jour à l'extérieur, parce qu'en fait, la lumière du soleil va faire en sorte qu'on va moins évoluer notre myopie. Et donc, on peut en profiter pour marcher, parce que c'est comme ça fait un peu de sport. Oui, au final, ça vaut pour plein de choses, ce conseil. Ça vaut pour plein de choses. Et il faut dormir. Mais bon, ça... Le sommeil aussi, qui est un grand pilier de notre santé, effectivement.
Bon. DMLA ou cataracte? Ce que tu veux. DMLA. Déjà, dis-moi ce que veut dire cet acronyme. Et donc, ça veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, DMLA. Donc, c'est une maladie, c'est la maladie qui fait plus devenir aveugle dans les pays développés. Donc, c'est une maladie de la rétine. La rétine centrale, elle va mourir. La principale cause, ce sont des vaisseaux qui sont pas normaux, qui vont pousser sur la rétine et qui vont abîmer la rétine. Il y a 2 formes de DMLA, la sèche et l'humide. Dans l'humide, c'est les néovaisseaux là qui poussent et qui font de l'eau sur la rétine qui l'abîment. Et la sèche, en fait, on a de l'atrophie, on a la rétine qui va mourir progressivement. Et ça, pour le coup, dans l'humide, on a un traitement. On a un traitement qui permet de traiter en partie. Je dis en partie parce que il n'y a pas de miracle pour l'instant. On arrive à bien stabiliser les gens, on arrive à bien traiter les DMLA débutantes. Mais quand on a une rétine qui est très abîmée, on n'arrive pas à récupérer. Et dans la DMLA atrophique, c'est la mort de la cellule rétinienne. Et ça, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas trop de traitement. Il y a des traitements qui vont arriver, mais pour l'instant, on n'a pas encore de traitement officiel dans la DMLA atrophique. Voilà. Et en prévention, il y a quelque chose? En prévention, on dit qu'il faut porter ses lunettes de soleil. Parce que effectivement, la lumière, le soleil, ça peut abîmer la rétine, ça peut favoriser la DMLA, c'est une des raisons. Il ne faut pas fumer. Le tabac favorise la DMLA. Il faut manger des poissons gras. Oui, oméga 3. Voilà, des oméga 3. Après, pas le saumon parce qu'il est hyper pollué. Mais les petits poissons, c'est mieux en général. Oui, toujours, ils ont moins de métaux lourds. Oui. Et puis, c'est à peu près tout. Quand tu parles de lumière, peut-être que la question est un peu anodine. On parle que de celle du soleil ou de celle-là qui est en train de nous attaquer les yeux en plateau, là? La lumière artificielle, ça abîme pas les yeux, ça fatigue, oui. Effectivement, mais ça va pas abîmer les yeux. Donc, c'est plutôt la lumière du soleil. Ouais. Et pour choisir ces lunettes de soleil, on voit des fois sur les marchés des lunettes à 10 €. Ça sent pas bon, on est d'accord, c'est pas des lunettes qui protègent bien. Pas tant que ça. En fait, la protection, c'est le marquage qui est dessus. Si y a un marquage CE où c'est écrit UV 400, ça va filtrer 90% des UVA et du UVB et ça suffit, en fait. D'accord, donc c'est pas le prix qui va être gage forcément. Non, le prix il va être gage au niveau de la qualité du verre, la monture, elle va moins se casser, ça va moins se rayer, moins traces de doigts. Et le style. Oui, voilà. Aussi, ouais, forcément, mais c'est pas forcément. Et c'est pas mauvais en fait. Ouais. Une tête 10 balles, ça fait le job. Il y a une réglementation là-dessus d'ailleurs, parce que. Mais c'est contrôlé ou c'est comme le thon et le mercure, ça peut passer à travers les mailles du filet? Il y a un marquage chez eux, je sais pas s'ils l'inventent ou il est vraiment là, mais en tout cas. En tout cas, c'est censé. En tout cas, c'est censé. Ouais, voilà. Alors, DMLA et. Tu as parlé de cataracte tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est pas mal ta spécialité. Alors, dis-nous-en plus, dis-nous tout. Cataracte, Kesako. Alors, déjà, la cataracte, c'est la spécialité de presque tous les ophtalmos. Globalement, la cataracte, c'est la chirurgie qu'on fait le plus en France. D'accord. Il y a 800 000 cataractes opérées par an en France. Je ne peux pas toutes les faire. Et donc, il y a d'autres ophtalmos qui en font un petit Heureusement. Et donc, la cataracte, c'est le cristallin, la lentille qu'on a dans l'œil, qui devient opaque à cause de l'âge. Et donc, cette opacité, elle fait que la vision, elle baisse. Elle baisse progressivement. Bon, des fois, on parle des cataractes qui arrivent rapidement, mais en général, c'est progressif. Et donc, on a une baisse de vision, on a des contrastes qui sont moins bons, on a des couleurs qui deviennent ternes, on voit moins bien, on voit sombre. Il y a un âge à partir duquel on aurait tendance... Ça peut arriver jeune Ça peut arriver jeune, ça arrive même... la moyenne des gens, c'est plutôt vers 70 ans. Mais... ça nous arrive toutes les semaines, j'opère des gens qui ont 50 ou 60, 60 c'est fréquent encore plus, mais des gens qui ont 50 ans, ça m'arrive quand même presque toutes les semaines. 20 ans, 30 ans, c'est souvent secondaire souvent des maladies. Ça peut être la prise de cortisone. Donc, j'opère un de mes cousins qui prenait des corticostéroïdes inhalés pour l'asthme et en chronique, et ça lui donne des cataractes. Ouais. Mais là, tu me fais peur et tu fais peur à tout le monde qui nous regarde. Ah oui. Ouais, mais ça reste quand même assez rare. Oui, où j'en ai un autre, ça c'est une anecdote un peu marrante. Allez, raconte-nous ce qui est marrant chez Dr Eye. Il avait 40 ans, je le vois aux urgences, il vient pour une baisse de vision, et je l'examine et je vois qu'il a une cataracte. Et je lui dis, mais prenez la cortisone? Il me dit, ouais, un peu. Et je fais, mais pourquoi prenez la cortisone? Il fait, en fait, c'est parce que je fais de la musculation, et en fait, c'est un produit dopant, ils prennent la cortisone pour se doper. Ah, d'accord. Mince, mais c'est important qu'on le dise, quand même, parce qu'on n'en parle pas forcément, la preuve étant. Et donc, cette cataracte, donc on peut faire de la chirurgie, et cette chirurgie de la cataracte, on peut retrouver à 100% ses facultés ou pas? C'est un peu utopiste. On récupère, alors 100%, on ne dit jamais 100%. Ouais. Globalement,
Alors, il y a plusieurs types. Alors, quand on appelle la cataracte, donc c'est le cristallin qui devient opaque. C'est une lentille naturelle. On la remplace par une lentille artificielle. On a plusieurs types de lentilles qu'on a à disposition et on peut corriger les défauts de vision. Donc, soit on optimise de loin ou de près, et ça, c'est avec un implant monofocal. C'est ce que l'ophtalmo le fait le plus souvent. Et moi, du coup, comme j'aime bien la chirurgie réfractive, j'aime bien enlever les lunettes des gens. Et ben, en fait, je propose des implants spéciaux quand je peux. Les implants spéciaux permettent de corriger les défauts de vision. Donc, la presbytie pour le coup. D'accord. Mais c'est pas comme qu'on a 20 ans. C'est un compromis. Et le compromis, pour les implants qui marchent le mieux, on appelle ça des implants multifocaux, c'est de jouer avec la lumière. Donc, pour voir de près, il faut éclairer ce qu'on lit. Il faut scaler au bon niveau. Donc, c'est une focale. Donc là, c'est moyen, là, c'est bien, et là, c'est moyen. Et de loin, avec les phares des voitures, on peut avoir des halos lumineux. Ça fait des ronds autour des phares. C'est pas très gênant, mais on peut les voir. Et c'est une personne sur deux qui les voit. Et ces implants-là, tout le monde n'en met pas parce que ces implants, ils ont un surcoût. Donc, le patient va payer la différence entre un implant standard et l'implant spécial. Et donc, il y a quand même un souhait du patient d'avoir un résultat. Donc, l'ophtalmo s'expose à avoir un patient mécontent parce qu'il lui a promis un résultat. Ah oui. Et donc, la consultation dure plus longtemps. Et donc, le post-op, si jamais c'est pas parfait, ça dure plus longtemps. Et puis, éventuellement, on doit réajuster. Voilà, mais d'ailleurs, juste après la chirurgie, il y a une période de convalescence où on ne peut plus rien faire, on est alité. La chirurgie cataracte, ça évolue depuis un moment, mais maintenant, c'est des chirurgies qui sont très rapides et la récupération visuelle, elle est très rapide. Oui. Le lendemain, en général, les patients ils ont une très bonne vision et ça va bien. C'est comme la chirurgie de la myopie, d'ailleurs. Enfin, oui. je ne me trompe pas. Enfin, ça existe et c'est plutôt assez rapide en termes de convalescence. Oui, on ferait tous les défauts de vision. C'est-à-dire qu'on traite l'astigmatisme, la myopie, l'hypermétropie, la presbytie. On n'entend pas parler forcément de la chirurgie de l'astigmatisme. Et en fait, on entend beaucoup la myopie parce qu'il y a plus de gens qui sont myopes, en fait. Donc, il y a plus de gens qui se font opérer parce qu'il y a plus de myopie. D'accord. Il y a une épidémie de myopie dans le monde. Une épidémie, oui, bon, par la façon de vivre, par le fait de la population qui vieillit. Ouais. Non, c'est plutôt une maladie du jeune, mais c'est les habitudes de vie. Ah, vraiment. C'est le fait de solliciter la vision de près qui fait que quand on va de près, on voit bien de près quand on est myope et du coup, on se myopise. Ah mais oui, ouais, forcément. Et donc en 2050, c'est la moitié de la population mondiale qui sera myope. Voilà. C'est l'émission qui va faire le plus peur de toutes mes émissions. Pas peur non, mais c'est important de le savoir, tout du moins. La petite myopie, c'est pas grave. On porte des lunettes et ça va bien. Et la forte myopie, elle peut favoriser certaines maladies au niveau des yeux. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte de pas qu'elle évolue trop. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant, c'est que c'est en 2050, voilà, où on sera la moitié à être myope. Mais si on suit plusieurs petits conseils que tu as pu donner depuis le début, on peut peut-être freiner un peu, ralentir. On verra. Ouais, on verra. On se revoit en 2050. Bon, allez, on va parler de daltonisme. Daltonisme, très bien. Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, je crois qu'il y a une histoire de couleurs. Alors, le daltonisme, c'est une maladie génétique qui fait que la perception des couleurs, elle est altérée. Souvent, c'est sur l'axe rouge-vert, c'est-à-dire qu'on confond le rouge et le vert. D'accord. Et on va avoir des couleurs qui sont plutôt ternes et en fait, on va avoir du rouge et du vert, plutôt un vert un peu pâle. Et c'est un problème génétique, c'est souvent lié au chromosome X. Ça veut dire que c'est plutôt les hommes, mais c'est pas que les hommes. C'est très fréquent. On estime entre 6 et 8% de la population mondiale qui est daltonienne. Et qui ne le sait peut-être pas ou elle n'en parle pas. Ouais. Oui, parce qu'on s'adapte en fait. Si on nous a montré que c'était le vert et que c'était le rouge, ce qu'on appelle vert, c'est vert, sauf si on le voit, même si on le voit autrement. Voilà. Exactement. Ce qu'on appelle vert, c'est vert, et même si on le voit autrement. Alors, des fois, on peut avoir du mal à distinguer un peu les deux, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas différents types de daltonisme, je dis. Ah, si, oui, voilà. Il y a plusieurs types de daltonisme, et en tout cas, le plus fréquent, c'est celui-ci. Et le plus fréquemment, c'est lié au chromosome X, c'est pour ça que c'est plutôt les hommes. Et les femmes, c'est 0,5% de la population. Il suffit qu'un seul des deux parents ait le chromosome, ou il faut que les deux. Est-ce que tu sais ça? Pour l'homme, oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est lié à l'X. Ah ben oui, du coup, si c'est lié à l'X comme l'homme, c'est XY. L'homme, s'il a le X, il est fichu. Et la femme, il faut qu'elle ait les deux X. Voilà. Donc, il y a plus d'hommes qui sont daltoniens. Voilà, c'est QFD. Et il existe même des lunettes, j'ai cru voir ça, pour corriger le daltonisme. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est utile? Voilà. Est-ce que ça marche? Ils ont l'air de dire que oui. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Non, a priori, ça marche un petit peu. C'est pas non plus flagrant. En fait, ça permet d'avoir de meilleurs contrastes. Donc, on arrive mieux à distinguer les différentes couleurs. Mais on n'arrive pas à réavoir des couleurs naturelles. Voilà. Ouais, voilà. Après, moi, je ne peux pas juger parce que je ne suis pas daltonien, donc je ne peux pas dire que ça marche vraiment. Mais
Mais c'est vrai qu'on n'en prescrit pas spécialement parce que, pour moi, je trouve, finalement, 8% de la population, c'est presque tout, enfin, c'est très fréquent. Bah oui. Et donc, les gens sont adaptés. Et c'est rare les moments où on va avoir un problème par rapport à cette maladie-là. Des métiers. Des métiers Est-ce que, par exemple, pilote, un électricien qui doit électricien, bien officiellement, voir... il n'a pas le droit, mais en fait, il y a plein d'électriciens qui sont daltoniens. Oui. C'est sûr. Ouais. C'est certain, parce qu'on n'est pas dépisté. Donc, voilà. Oui, il n'y a pas de dépistage automatique à l'entrée du diplôme. Non, pour l'électricien, non. Ben, je ne crois pas, en tout cas. Par contre, pour les pilotes, oui. Oui, là, oui. Et pilote, pour le coup, ça, c'est une contre-indication. Ouais, Voilà. bah, y a plein de train contre-indications. ou de avion aussi. Oui, bon, ça va. Et ça peut être aussi embêtant chez les graphistes, enfin, ou en tout cas tous ceux qui sont dans le métier du design avec des couleurs. Parce que si un client il veut du vert et finalement il met un rouge, bon. Oui, c'est un peu problématique. C'est oui. ça. Ou, bon, je vais peut-être trop loin, moniteur d'auto-école. Non, je pense que là, les feux. Les feux, en fait, les feux, c'est facile. Hein. Il y en a un en il bas, sait et un que, milieu, et là en voilà. bas. Enfin, donc c'est simple. Ouais. Donc c'est simple. Ouais, donc forcément. C'est pour ça qu'on a fait ça. Oui. Ça touche. Bah oui, dès l'enfance, du coup, oui, puisque c'est génétique. Bah oui. Donc on est comme ça, quoi qu'il arrive. Ouais, bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Chalazion, orgelet, il va falloir que tu me dises la différence, parce que mon fils a toujours un chalazion orgelet, parce qu'on me dit toujours les deux et je ne sais pas quelle est la différence. Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est jamais un orgelet. Donc voilà, ça sera un chalazion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un orgelet? Dans ce cas, on va commencer par ça. Un orgelet, en fait, c'est comme si c'est l'infection de la base du cile, comme s'il y avait un poil qui avait une infection. Et ben ça, c'est exceptionnel. Mais moi, j'étais persuadée, je raconte à mon fils, bonjour mon fils, que c'est que c'est son cil qui est infecté. Alors, tu vas m'apprendre quelque chose aujourd'hui. Et non. Pas ça. En fait, le chalazion, et donc c'est pas une infection. On a des glandes sur les paupières, on appelle ça des glandes de Mémomis. Elles sécrètent un petit beurre qui rentre dans la composition des larmes, qui permet à ce que les larmes ne s'évaporent pas. Et en fait, cette glande va se boucher. Et du coup, le beurre qu'elle devrait sécréter s'accumule et ça fait une grosse boule. Et donc, le traitement, c'est de mettre du chaud pour faire fondre le beurre et de masser pour faire sortir le beurre. Et éventuellement, on rajoute une crème anti-inflammatoire parce que ça crée de l'inflammation. D'accord. Voilà. OK. Et c'est tout le temps ça. D'accord. Des orgelets. Du coup, je fais pas mal de réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a plein de gens qui me disent j'ai un orgelet. Et à chaque fois, je dis c'est pas un orgelet. Et, tu fais une vidéo là-dessus parce que je pense que ça va être révolutionnaire. J'en fais tout le temps. mais donc, du coup, j'ai demandé aux autres ophtalmos et en fait, quasi personne n'a vu un orgelet. Ouais. Beaucoup. Ah oui, d'accord. Bah, j'y suis pas du tout. Il faut que je corrige auprès de mon fils. Non, mais c'est parce que l'orgelet, c'est rentré dans le langage commun. Terme. Ouais. Chalazion, on l'entend beaucoup moins d'ailleurs. On entend moins chalazion. On commence à l'entendre un peu plus grâce au réseau, je pense. Mais orgelet, c'est dans le langage commun. Donc, et puis les remèdes de grand-mère, c'était par rapport à l'orgelet. Parce que, par exemple, il y en a qui mettent des bagues en or sur les yeux, aux paupières. Et ils mettent en bague en or parce que dans orgelet, je pense qu'il y a or. Voilà. Ah, tu penses que ça viendrait de là? Ouais, je pense que ça vient de là. Mince. Si c'était un argelet, ça serait de l'argent. Voilà, mais j'ai vu les cures d'argent aussi, je les ai vus. Mais c'est vrai que c'est un des conseils de grand-mère qu'on m'a donné, hein, mais non, j'ai voir un pharmacien pour qu'ils me disent que c'était un chalazion. C'est un chalazion. Voilà. Quand je vais voir mon ophtalmologue, quand je viens te voir, hein, tu n'es pas le mien, mais bon, et tu vas prendre ma tension oculaire. Ouais. Qu'est-ce que c'est? La tension oculaire, donc c'est la mesure de la pression qui est dans l'avant de l'œil. Donc il y a de l'eau dans l'œil, et en fait, si on sécrète trop d'eau ou on filtre pas assez, la tension de l'œil elle peut augmenter. Et la tension de l'œil trop haute, l'hypertension oculaire, c'est le principal facteur de risque d'une maladie qu'on appelle le glaucome, qui est une maladie aussi qui potentiellement est cécitante. Et donc en systématique, on dépiste le glaucome en faisant une mesure de pression oculaire. Voilà. Et si jamais la pression est élevée, et bon, on va aller chercher pour voir s'il y a un glaucome. S'il n'y a pas de glaucome, on dira que la tension elle est un peu élevée, c'est pas grave. Si elle est très élevée, on peut être tenté de la traiter. D'accord. Donc ça se traite, en tout cas, pour ralentir. Exactement. On ne peut pas traiter le glaucome s'il y avait un glaucome. Oui. On peut que ralentir ou arrêter l'évolution du glaucome. Et le glaucome, en fait, on a le champ visuel périphérique qui va se rétrécir et qui peut complètement se fermer et faire une cécité. Voilà. Cécité c'est complète. Il n'y a pas de technologie actuelle, à ta connaissance, qui permet pour une personne aveugle de voir un peu? Alors, il y a des trucs, il n'y a pas encore de trucs miracles. On a des rétines artificielles, on a des greffes de rétine aussi. Quand même. On a des cellules souches. Pour l'instant, on arrive des fois un peu à gagner quelques dixièmes, genre 1 ou 2 max. Ouais, Après, sur des maladies qui sont très spécifiques, et pour l'instant, c'est vrai qu'on est en phase d'étude. Et il y a aussi la thérapie génique qui semble être prometteuse.
Voilà. Mais pour l'instant, on est quand même dans les phases d'études, études qui sont compliquées d'accès parce qu'il y a eu plein de scandales avec certains médicaments et voilà. Et en France, c'est vrai que c'est compliqué les études cliniques sur ces domaines-là. Donc c'est compliqué. Il doit y avoir 2 centres en France qui font. Puis il y en a 5 personnes qui ont été greffées ou traitées. C'est le bout du monde, quoi. Bon, on a parlé de plein de choses qui ne sont a priori pas, qu'on ne peut pas transmettre. Mais là, si je te dis conjonctivite, on est d'accord qu'il vaut mieux pas que je touche ton œil si tu as une conjonctivite? Oui, il vaut mieux éviter parce que la principale raison de la conjonctivite, c'est viral. Donc c'est comme un virus du nez, ça peut être dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il fait là, ce virus? Il arrive d'où? Il arrive de sur l'air. des surfaces? Ça peut être effectivement les surfaces, ça peut être dans l'air. Ça peut être l'air, c'est-à-dire sans forcément... j'ai pas eu forcément besoin de me toucher l'œil pour avoir une conjonctivite. Ça peut être le virus, il est là et puis il est rentré? Oui, parce qu'en fait, il y a des virus qui se transmettent par les postillons dans l'air. D'accord. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait l'amener quand même. Bon, c'est encore pire. Seul, Donc, il arrive, il se pose et il nous fait quoi? Il se pose, il fait de l'inflammation, parce que conjonctivite, ça veut dire inflammation de la conjonctive. Et donc, cette inflammation de la conjonctive, elle peut être infectieuse, donc virale ou bactérienne. Bactérienne, c'est très rare. Elle peut être aussi allergique. Ça, pour le coup, c'est aussi assez fréquent. C'est vrai. Et des fois, il peut y avoir d'autres causes. Il peut y avoir... et ça se traite avec... le principe... si c'est un virus, il n'y a rien à faire, si? Eh bien oui, après, pour le confort. Parce que si ça coule et que c'est collé, c'est un peu embêtant. Sinon, il faut laisser faire. Si ce n'est pas une bactérie, on est bien d'accord. Oui, mais c'est quand même plus sympa de laver l'œil pour virer la charge virale. Pour que ça aille plus vite. Oui, pour que ça aille un peu plus vite. Et on donne aussi des armes artificielles pour le confort. Parce que comme ça brûle en général ou ça pique, et derrière, on va être plus confort si on met un traitement. D'accord. Bon. Si je te dis blépharite. Donc blépharite, c'est une inflammation de la paupière. Donc des paupières. Et donc, c'est la principale cause de sécheresse oculaire. Et donc, le traitement, c'est comme pour le chalazion. Pour le coup, c'est une inflammation de toutes les glandes, en fait. Et donc, il faut mettre du chaud et puis masser les paupières. Et donc, du bas vers le haut pour celle d'en bas et du haut vers le bas pour celle d'en haut. Et avec ça, on a des gouttes aussi qu'on met dans les yeux pour le confort. Donc, des larmes artificielles. L'arme artificielle, c'est le premier réflexe de l'ophtalmo. C'est que dès qu'il y a un œil qui gêne, on donne des gouttes pour lubrifier les yeux, pour donner plus de confort. Et puis après, dans les blépharites qui sont un peu chroniques, il y en a des causes. Ça peut être des maladies de la peau, comme l'acné, la rosacée, qui peuvent favoriser l'inflammation du coup cutanée et des paupières, et qui vont faire du coup des bléphaриtes. Et un autre mot qui s'appelle anémomite, mais c'est pas la même chose. D'accord. Et donc on a des traitements aussi spécifiques de ces maladies-là. On peut des antibiotiques par la bouche ou en local. On a des machines qui permettent de traiter cette sécheresse-là. Ouais. Voilà. Il y a plein de trucs. Bon, si j'ai l'œil qui tremble, est-ce que je viens te voir ou c'est autre chose? Bon, la diététicienne que je suis va penser tout de suite à un manque en magnésium, mais c'est pas forcément ça. Donc, le problème du manque en magnésium, c'est que c'est empirique en fait. Il n'y a pas de preuve. C'est ça. On en donnait, si le patient veut quelque chose, on lui file, mais globalement, les principales causes on appelle ça une myokymie, donc c'est une contraction involontaire de la paupière. C'est le stress, la fatigue et l'excès de caféine. Ah bah. Donc voilà, on se repose, concerne une bonne partie de la population. Et puis on arrête de boire de café. Ouais. Donc en général, on va plutôt là-dessus, tout simplement. Globalement, on dit que ça va passer, ça passe. C'est ça. Si jamais ça passe pas dans les très rares cas, que ça fait des mois que ça dure et que c'est tout le temps et que c'est très gênant, on peut faire du botox sur la paupière et ça blabloque. Ah d'accord, aussi. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Là, je viens de penser à quelque chose, migraine ophtalmique. Migraine ophtalmique. C'est une migraine et du coup, c'est pas les yeux. Donc, on peut avoir des symptômes oculaires et donc souvent, c'est des auras migraineuses, on appelle ça. Et une aura, ça peut être, par exemple, kaléidoscope, ça peut être des flashs lumineux, ça peut être aussi une vision qui se trouble complètement. Et ça peut être suivi ou pas de douleurs à la tête. Et donc, c'est un symptôme neurologique, c'est pas un symptôme oculaire. Donc l'œil est très normal. Ça s'appelle ophtalmique juste parce qu'il y a des symptômes. Exactement. C'est des symptômes qui sont dans les yeux, mais la cause n'est pas au niveau des yeux. Donc on vient pas te voir parce que ça n'a pas de rapport avec les yeux. Souvent on vient me voir parce qu'on a peur, mais général, moi souvent, je vois rien et je leur dis que ça va aller. Ouais. Et après, si c'est quelque chose de nouveau, on aime bien faire une imagerie cérébrale de principe. Et si c'est quelque chose de récurrent, sauf s'il a une migraine atypique, on ne va plus refaire d'image. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que la migraine ne fait pas forcément mal à la tête. Tu as dit on peut avoir le symptôme, mais là c'est un autre sujet, la migraine, mais effectivement, on peut ne pas avoir mal et souffrir d'une migraine. C'est ça. Et on peut avoir des fois des symptômes neurologiques, des paresthésies par exemple, des douleurs, des sensations au niveau des membres. Ça peut être aussi digestive. Il y a plein d'auras.
Bon, alors, imaginons que je fasse du bricolage. On va vraiment imaginer, parce que c'est pas vraiment mon fort. Je fais du bricolage et hop, je me reçois, je suis en train de poncer, j'ai reçu un morceau de bois dans l'œil. Quel est le réflexe? Est-ce que je viens te voir ou j'ai quelque chose à faire? Bon, mon premier réflexe, c'est d'aller à la pince à épiler et essayer de me l'enlever, mais... Ça dépend où est-ce qu'il est planté. S'il est planté dans la cornée, je sais pas si... pas dans la cornée, allez, on va le mettre ailleurs. Ouais, non, en fait, alors ça dépend de la cinétique. Globalement, on essaie de laver au sérum phi. Déjà, premier réflexe. On lave au sérum phi. Si on n'a pas de sérum phi, de l'eau, ouais, de l'eau, ça peut encore aller. Ça peut aller. Mais c'est mieux quand même le sérum phi. Mais en tout cas, on lave. Si le corps étranger il part, on est content. S'il part pas, effectivement, là, il faut aller consulter. Ouais, et je dis pas qu'il faut pas l'enlever. Parce que si des fois tu l'enlèves et qu'il est il est pas dans un endroit où il a transpercé, si tu enlèves un corps étranger alors qu'il a transpercé, peut-être que l'eau qui est dans ton œil, elle peut avoir envie de sortir et ça favorise les infections. Ouais. Voilà. Mais en général, la cinétique, elle n'est pas trop importante. Les cinétiques, des choses qui sont importantes, c'est par exemple quand les gens ils vont casser du carrelage. En fait, quand on casse du carrelage, souvent, les morceaux de carrelage, ils sont biseautés et ça fait comme un silex. Et ça rentre vraiment beaucoup dans l'œil. Avec la cinétique, en plus. Ouais. Et donc ça, c'est les cas de carrelage, ça, j'ai toujours un peu peur. Le bois, en général, c'est pas grand-chose. On peut, le cas le plus grave, devenir aveugle après avoir reçu un bout de carrelage. Enfin, un bout. Alors oui, on va dire oui, mais ça restera quand même exceptionnel, en fait. On peut pas dire non parce que ça peut arriver, ou quand on perd quelqu'un et on peut perdre l'œil, même si c'est exceptionnel. Oui, bien sûr. Mais il faudrait qu'il n'y ait pas de chance. Alors après, des fois, si le corps étranger il est dans la cornée, dans l'axe visuel, et que ça crée de l'astigmatisme irrégulier, on peut perdre en qualité de vision, effectivement. D'où l'utilité de mettre des protections quand Exactement, il faut bien mettre des protections quand on fait des travaux. Bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que toi, tu as une maladie des yeux que dont tu aimerais parler là, quelque chose dont on a pas mal fait le tour là. Je crois qu'on a fait le dictionnaire. Ce dont on n'a pas parlé, je pense que c'est le diabète, qui est assez fréquent. Et toi qui es diététicienne, du coup pour moi c'était une maladie, de la nutrition, mais qui a une conséquence. Tiens, je te laisse la dire, la conséquence sur les vaisseaux des yeux. Oui, donc le diabète, ça va occlure les petits vaisseaux, et donc dans les yeux il y a plein de petits vaisseaux. Et donc, il faut faire un fond d'œil tous les ans pour vérifier qu'il n'y ait pas de souffrance au niveau rétinienne. Parce que le diabète dans les yeux, ça ne fait rien jusqu'au moment où on ne voit plus rien. Et donc, entre-temps, si jamais on voit des signes de diabète dans les yeux, on a des traitements pour éviter le fait de perdre des yeux. Donc, une fois par an, au moins, on vient... une fois par an, ça suffit. Bon, et en fait, on vient te voir au moins tous les ans. À partir du moment... Enfin, quand je dis c'est toi et tous tes collègues, bien évidemment. Moi, parce que je peux voir tout le monde. Oui, bien sûr. Mais on vient vous voir. En vidéo, je peux faire ça. Donc, Ah ouais. Mais on vient vous voir pour vérifier au moins une fois par an quand on est diabétique. Exactement. Voilà, c'est important de le dire. Une autre maladie sur laquelle tu aimerais faire de la prévention? Non, on a dit le kératocone, frotter les yeux, c'est vraiment un truc important. Oui, alors se frotter les yeux, il fallait que je revienne là-dessus quand même avant de te faire un petit jeu après. Il faut pas se frotter les yeux. En fait, faut éviter. On peut se frotter les yeux de façon ponctuelle, mais se frotter les yeux de façon chronique et de façon forte. Ou alors, il y a un truc aussi qu'il ne faut pas faire, mais ça, c'est dur à pas le faire. Mais si on dort sur le ventre avec les mains sur les yeux, pareil, ça appuie sur la cornée, ça favorise la déformation. Et ça, c'est vraiment important de savoir. Ça, c'est vraiment. Je suis pas sûre que beaucoup de monde soit au courant. Et on essaye de le répéter régulièrement, en tout cas nous, dans nos vidéos de prévention. Voilà. Pour pas que ça arrive. Ouais. Super. Bon, oui, tu aimes bien les jeux? Je vais te faire un petit jeu sur la fin de l'émission. Ça n'a rien à voir. C'est un Rubik's Cube? Non, pas du tout. Mais c'est un autre cube. C'est un autre cube, beaucoup plus gros. Ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. Ah, très bien. On va parler de toi. Okay. Donc, c'est le jeu du tu préfères. Tu vas lancer le cube et puis tu vas tomber sur tu préfères ça ou ça. Parce qu'on veut connaître Dr Eye. On veut savoir comment il est. Alors, tu jettes. Ça. Ouais, tu vas voir. Tu jettes, tu vas tomber. Enfin, tu jettes, tu lances en l'air, tu rattrapes, pas trop. Et toutes les feuilles sont en train de tomber. Hop, t'es tombé. Je choisis ce que je veux? Non, j'étais là-dessus. Non. Allez, tu préfères... Alors, est-ce que je préfère être pauvre aux côtés de l'amour de ma vie ou être milliardaire sans jamais connaître l'amour? T'as un temps de réflexion. Hein. J'ai un temps de réflexion. La réponse qu'il faut attendre, c'est être pauvre aux côtés de l'amour de sa vie, non? C'est ça? Ah, mais moi, je veux la vraie. Vas-y, mais si tu as le droit, mais il faut que tu assumes. Si tu dis l'autre. Réfléchis. En fait, c'est dur parce que
alors, je suis ophtalmo, donc je gagne ma vie, j'avoue, mais tu vois, quand on a connu effectivement un certain niveau de vie, un confort, c'est vrai que j'aurais du mal, en tout cas, je pense que j'en souffrirais de redescendre. Donc c'est dur d'y répondre. J'ai envie de dire 10 milliardaires, Non, mais j'aime beaucoup ta sincérité. Hein. Voilà. Je peux comprendre que ça soit pas je sais facile. que c'est pas immuable et que la réussite, elle peut être éphémère, mais en tout cas, c'est vrai que en y pensant, je pense que j'aurais du mal quand même à redescendre le niveau de vie. Donc, je veux dire milliardaire, mais Et j'aime beaucoup je ta vais passer pour sincérité parce que SPM. tout le monde n'aurait pas eu le courage de dire ça. Donc, merci encore. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. De rien, Moi, ça merci m'a à toi. beaucoup éclairé. J'espère que vous aussi. J'espère que ne serait-ce qu'une personne, on aura réussi notre mission aujourd'hui dans l'émission. Je vous dis à très bientôt sur ABC Talk.